J'appelle le dernier orateur, alors, M. Stanislas Balivet de Réglois, facteur de risque de survenue d'un cancer après chirurgie d'une lésion précancéreuse de la cavité orale, on reste là, l'intérêt des marches chirurgicales. Mesdames et messieurs de l'Onde Académie, chers collègues, en cette fin de matinée du CRLF, bref, je m'appelle Stanislas de Réglois, je suis chef de clinique à l'hôpital militaire de Percy à Clamart, et c'est un travail que j'ai réalisé en collaboration avec l'Institut Curie. Donc je vais essayer de vous intéresser plutôt à la précancérologie et vous sensibiliser à l'importance des marches chirurgicales quand on opère ces malades. Ce qu'on appelle une lésion précancéreuse, donc une définition stricto sensu d'un tissu morphologiquement altéré, mais en pratique clinique courante, finalement en cavité orale, notamment au niveau de la langue, passe un certain nombre de jours, on tombe soit sur des lésions blanches, appelées un peu leucoplasiques, ou des lésions érythroplasiques. La question, est-ce que toutes ces lésions sont finalement des précancers ? Eh bien, la réponse est non. Il n'y a pas de corrélation entre ce qu'on observe et finalement ce qu'on retrouve sur le plan histologique. Et se pose tout le problème de finalement la littérature de ces lésions précancéreuses. Finalement, toutes les cohortes retrouvent un risque de cancérisation qui va de 5 à 50% et qui s'explique que finalement, dans leur cohorte, ils ont à la fois des lésions histologiquement prouvées de précancer et finalement des lésions qui ne sont pas précancéreuses. C'est pour ça qu'est apparu finalement ce qu'on appelle le concept de précurseur dans la littérature, et finalement ce concept de précurseur sur le plan histologique correspond au terme de dysplasie épithéliale. Au niveau stomato-maxillofacial ORL, finalement on a été inspiré par les cancers du col de l'utérus et les lésions précancéreuses, qu'on appelle les CIN, qui sont classées de 1 à 3 et qui ont été finalement appliquées pour tout ce qui est précancérologie de la cavité orale. Ces tissus précancéreux, finalement, dans l'hypothèse d'une carcinogénèse multi-étape, évoluent malheureusement et inexorablement vers un cancer. Ces lésions, donc on appelle OIN en anglais, sont classées de 1 à 3 en fonction finalement de l'importance des atypies cellulaires et l'épaisseur de ces couches dysplasiques retrouvées sur le fond de l'anapax. Actuellement, la prise en charge de ces lésions précancéreuses de la cavité orale n'est absolument pas consensuelle. Intellectuellement, comme il est quand même, en tant que chirurgien, finalement, la majorité des équipes ont tendance à les opérer. Et finalement, ce qu'on ne sait pas, c'est que deviennent ces malades à long terme. Est-ce que finalement l'intervention chirurgicale apporte une véritable plus-value, tant sur le plan de la mortalité que sur le plan de la morbidité. C'est la raison de notre travail. Nous sommes intéressés finalement à l'évolution à long terme de ces patients qui ont été opérés. C'est pour ça que nous avons mené un travail rétrospectif au sein de l'Institut Curie sur toutes les lésions uniques précancéreuses de la cavité orale, prises en charge initialement par chirurgie de 1998 à 2009. Nous avons étudié différents types de survie, la survie sans maladie, donc sans récidive de l'OIN, une survie sans cancer, et puis une survie globale et une survie spécifique de la maladie. Et nous avons essayé d'identifier certains facteurs prédictifs de survie. Parmi 357 patients, 31 patients ont pu être inclus, avec un âge de 63 ans au moment du diagnostic et environ 11 ans de suivi. Nous avions une majorité quand même d'OIN3 au niveau de ces lésions précancéreuses. Et sur le plan statistique, nous avons créé un groupe marge positive et marge proche. Sur ces 31 malades, 13 patients ont développé un carcinome épidermoïde de la cavité orale au niveau de cette lésion précancéreuse. Excusez-moi pour ce tableau un peu indigeste. Nous avons testé différents facteurs prédictifs de survie, notamment les marges chirurgicales, le grade de ces OIN, le sexe, alcool, tabac, tous les facteurs de risque assez connus en cancérologie ORL, ainsi que la localisation tumorale, la taille de la tumeur et l'âge du patient. Donc, parmi toutes ces analyses univariées, seul le statut des marges chirurgicales revenait significatif dans la survie sans cancer, CFS, Cancer Free Survival, avec un taux de survie bien moindre pour les patients en marge positive. On retrouvait la même constatation pour la localisation tumorale, avec une localisation particulièrement suspecte au niveau de la face interne de joue. En analyse multivariée, seul le statut des marges chirurgicales initiales restait significatif. En effet, parmi les 13 patients ayant développé un carcinome épidermoïde de la cavité orale, 10 de ces patients présentaient des marges positives ou proches, et à 10 ans, on avait un taux de survie qui était significativement moins bon, 42% versus 93%. On obtenait des tendances similaires pour les autres types de survie, notamment la survie spécifique de la maladie ou la survie sans récidive, mais malheureusement, nos résultats n'étaient pas significatifs.
En conclusion, le statut des marches chirurgicales nous semble être le seul facteur prédictif et indépendant des survenues d'un carcinome épidermoïde de la cavité orale en cas de lésion précancéreuse. C'est pourquoi, en cas de marche positive ou proche, nous optons plutôt pour une reprise chirurgicale en vue d'obtenir une résection complète. C'est une attitude qui nous semble meilleure finalement qu'une surveillance seule. Pour aller un peu plus loin, actuellement le débat se penche plutôt sur l'utilisation des biomarqueurs qui pourraient prédire en fait la présence de ces lésions précancéreuses. Par exemple, l'exemple d'une équipe taïwanaise qui a retrouvé une corrélation entre la présence de biomarqueurs dans des liquides de rinçage buccal et la présence de ces lésions précancéreuses de la cavité orale. Un autre exemple, c'est une équipe internationale menée par l'INSERM de Lyon qui essaie de retrouver ce qu'on appelle des gènes tumoraux qui coderaient différemment en fonction d'une muqueuse saine, dysplasique ou cancéreuse. Et à partir de l'identification de ces gènes tumoraux, il permettrait de tester une éventuelle chimio-prophylaxie, voire de la chimiothérapie. Il faut imaginer en quelques années, peut-être, avec un simple brossage de dents, on pourra dépister finalement ces malades. Et avec un simple petit comprimé, on pourra éviter finalement d'opérer ces patients à répétition, avec des chirurgies de plus en plus mutilantes. Je vous remercie. Y a-t-il des questions précises? Alors, moi je suis surpris, oui, parce que je connais bien le col utérin, vous avez fait allusion au départ, que vous n'ayez pas du tout le mot HPV. Non, mais parce que la réflexion, j'ai deux questions en fait. Premièrement, il y a peut-être une corrélation avec le surcoupage des HPV. On ne va pas faire ici le procès de la France concernant la vaccination HPV, puisque c'est vraiment un des problèmes, mais je me permets d'en parler à nouveau, parce que si on avait commencé à obtenir des Français qui se vaccinent, on verrait peut-être plus de lésions buccales de ce type. Et mon deuxième commentaire, si vous voulez, qui existe pour les lésions CIL3 du col, c'est qu'effectivement, il y a les marges saines, mais il y a quand même aussi un impact qui est intéressant, puisqu'il y a même des gens qui n'utilisaient que le laser. C'est le complément, puisque dans les lésions buccales, c'est un peu la même chose. Vous avez parfois au centre une lésion qui peut être de OIN3, et puis il peut y avoir en périphérie une lésion étendue qui est OIN1. Et donc c'est un peu vache, entre guillemets, de faire une exérèse large d'un OIN1. Et donc est-ce qu'on ne peut pas trouver des modalités thérapeutiques? Là je vous pose la question, parce que je n'ai pas suivi ça sur le terrain, c'est-à-dire de dire je vais faire une exérèse de ma lésion OIN3, suivie d'une vaporisation laser ou d'une autre technique. Voilà la réflexion thérapeutique que je voudrais demander. Effectivement, déjà sur le plan de l'HPV, effectivement, cancérologie ORL, pour l'instant le lien était plutôt prouvé dans l'oropharynx, c'est-à-dire le cancer de l'amygdale. Il serait tentant effectivement d'appliquer les mêmes procédures au niveau de la cavité orale stricto sensu, même si pour l'instant la littérature ne trouve pas forcément de corrélation évidente. Dans le cadre des précancers, finalement, tout ce que j'ai lié à l'HPV, c'est quand même extrêmement compliqué pour l'instant de le mettre en œuvre. Et malheureusement, dans ma série, je n'ai pas réussi à obtenir finalement une corrélation entre présence d'HPV sur ces lésions qui ont été étudiées et risque de cancérisation. Concernant la prise en charge, effectivement, tout le débat est là finalement. Ces patients n'ont pas de cancer. Est-ce que, en cancérologie ORL, on est quand même très rapidement mutilant, comme l'a dit ma collègue précédente sur les laryngectomies totales. Est-ce qu'on peut raisonner chirurgicalement comme un cancer pour des gens qui n'ont pas encore de cancer? C'est pour ça que finalement, comme vous dites très bien, ces lésions, ces gens, soit ils ont des lésions particulièrement étendues, toute la face interne de joue, ou alors toute une langue, est-ce qu'on va commencer à leur faire une glossectomie totale? La réponse est non. C'est pour ça que finalement, pour essayer d'être statistiquement significatif, on a essayé de trouver des patients qui avaient des lésions uniques, pour essayer vraiment de prouver l'évolution vers une cancérisation uniquement en fonction des marges et pas d'autres facteurs. Et effectivement, toute la littérature sur ces lésions précancéreuses se base sur le grading OIN. Après, la littérature est très discordante. Certains disent qu'effectivement un OIN3 va plus facilement se cancériser qu'un OIN1. Nous, notre étude ne le montre pas. C'est corroboré effectivement par d'autres études. Alors, deux attitudes possibles. Finalement, soit on pourrait dire la seule question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une présence d'OIN, oui ou non? Si oui, que ce soit 1 ou 3, on l'enlève. Ou alors, je crois, comme dans le cancer du col de l'utérus, on ne fait plus 3 grades, mais 2 grades, bas risque, haut risque, on décide en fonction de cet algorithme. Mais effectivement, la question n'est absolument pas tranchée. Vous utilisez du laser ou pas du tout? Pas de laser, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai juste une petite remarque. Les marches chirurgicales en cancérologie, c'est un débat sans fin, de toute façon. Donc, vous y passez la journée. Il y a que les neurochirurgiens qui sont. Moi, ce qui me gêne, c'est la notion de marche proche. Je
ne sais pas très bien ce que ça veut dire une marge proche. Est-ce que vous pouvez me le définir? Oui, effectivement. Alors déjà, en pré-cancérologie, finalement, une marge n'existe pas, donc il a fallu entre guillemets un peu l'inventer. On s'est appuyé en fait sur une étude publiée par des Italiens en 2017, où en cancérologie ORL, finalement, il passait de marge proche à 2 mm. Donc on a choisi un cut-off un peu arbitrairement à 2 mm. Est-ce qu'ils ne voyaient pas de différence entre 2 ou 5 mm sur les marges? Non, mais pour toutes les localisations, c'est un peu le même problème. On a pris, par exemple, pour le sein, c'était 1 cm, et puis on est passé à quelques millimètres. Pour les hépatectomies, c'était pareil. La résection, elle était R0 s'il y avait quelques millimètres. Donc, c'est pas un problème qui est totalement réglé. Effectivement. Bien. Je pense qu'on peut terminer la séance. Je remercie tout le monde.